Et c'est un grand jour pour Israël aujourd'hui, un fils du peuple juif qui revient à son pays après des tribulations, après des souffrances qui ont duré 35 ans. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle, si cela est nécessaire, que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris, à Rome, et ancien président du Keren Hayesson, mais aussi rappelons que vous avez été pendant de longues années le conseiller spécial du Premier ministre Yitzhak Shamir. À l'époque où l'on a parlé justement de cette affaire Jonathan Pollard, c'était il y a 35 ans. Jonathan Pollard est libre et il est aujourd'hui en Israël. Il est arrivé la nuit dernière en Israël à bord d'un avion privé affrété par Sheldon Adelson. Alors qu'est-ce que vous ressentez tout simplement, vous, Avi Pazner, ce matin? Écoutez Daniel, une grande joie, premièrement une explosion de joie. Et moi j'ai travaillé sur le dossier Pollard lorsque j'étais au bureau du Premier ministre Yitzhak Shamir en 85, 86, 87, alors qu'on s'occupait justement de Pollard, et puis toutes les années après qu'on essayait de convaincre les différents présidents américains de lui accorder une grâce. Et c'est un grand jour pour Israël aujourd'hui, un fils du peuple juif qui revient à son pays après des tribulations, après des souffrances qui ont duré 35 ans. Et vraiment, c'est une source de joie, justement, dans une époque tellement troublée que nous avons avec la corona, avec les élections, avec tous les problèmes économiques que nous avons. Voilà une bonne nouvelle. Jonathan Pollard est rentré chez lui à la maison. C'est la fin de cette affaire Pollard qui a, on va dire, empoisonné à un certain moment les relations entre Israël et les États-Unis, qui a posé des problèmes, on va dire, même à la communauté juive et qui a aussi mobilisé, on va dire, l'opinion publique en Israël. Parce que Jonathan Pollard, c'est un dossier qui a été extrêmement médiatisé, mais très sensible pour la population israélienne. Oui, mais je dois dire que ça a envenimé les relations entre Israël et les États-Unis à un certain point dans les années 80. Après cela, c'est resté un point contentieux, oui, mais on ne peut pas dire que ça pesait sur les relations avec les États-Unis. Nous avons tellement de domaines de coopération et d'action commune avec les États-Unis. Non, mais ça faisait mal à nous, ici en Israël, cela nous faisait mal que nous avons un homme qui a servi l'État d'Israël et qui se trouve dans une situation pareille pour des raisons politiques, parce qu'il faut bien le dire, son procès dans les années 80 a été un procès qu'on a voulu faire exemplaire, que les États-Unis ont voulu faire exemplaire, et on lui a infligé la peine la plus grande, la prison à vie, pour des actes qui ne mettaient pas en danger la sécurité des États-Unis. Donc c'était, oui, un point contentieux, mais il faut dire qu'après cela, dans les années 90 et depuis l'an 2000, on s'occupait de sa libération sans que cela ne pousse à des tiraillements diplomatiques avec les États-Unis ou des difficultés dans les relations avec ce pays. Alors, je vais peut-être vous demander, puisque vous étiez très au fait de cette affaire, de ce dossier, vous nous l'avez dit, vous poser une question très directement. Qui était responsable en fait du fait que Jonathan Pollard a été arrêté devant les grilles de l'ambassade d'Israël à Washington? Qui a donné l'ordre? Ah ça, je ne sais pas. C'est le FBI. C'est les Américains qui ont décidé d'arrêter Pollard. Non, qui n'a pas permis, on va dire, à Jonathan Pollard d'entrer dans l'ambassade à ce moment-là? Ah non, c'est le garde de sécurité, parce qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui. Qu'est-ce qu'un garde Il n'y avait pas d'ordre qui venait de très haut pour justement essayer... Mais non, moi j'étais au bureau du Premier ministre, j'ai suivi ça. C'est le garde de sécurité qui voit quelqu'un se précipiter vers l'ambassade et vouloir entrer, ne le laisse pas entrer, évidemment. Et c'est pour cela que Jonathan Pollard a été pris par le FBI.
c'est tout simplement une question technique. Vous n'avez pas, dans ces secondes, c'est une décision qu'on prend en 5 secondes, 10 secondes. Vous n'avez pas le temps d'alerter Jérusalem ou Tel Aviv. C'est quelque chose de complètement technique. Alors, aujourd'hui, Avi, est-ce que vous pensez qu'un tel cas est encore possible, compte tenu des relations qui existent entre les deux pays? Je ne crois pas, non. Je crois que... D'ailleurs, je dois vous dire que l'opération Pollard était une opération non autorisée au plus haut niveau israélien. C'est-à-dire, c'était une opération menée par Rafi Eitan, qui dirigeait alors le bureau de recherche scientifique du ministère de la Défense, sans avoir donné les détails à ses supérieurs sur ce qui se passait. Et Shamir et Pérez, qui étaient au gouvernement en ce temps, ignoraient tout, même de l'existence de Pollard. Et aujourd'hui, je crois qu'après ce qui s'est passé, eh bien, les instructions sont beaucoup plus précises, sont beaucoup plus fermes, et il ne peut pas se passer un pas carré qu'il y ait un espion israélien aux États-Unis. Nous ne faisons absolument pas d'espionnage chez nos amis américains. C'est là un ordre concret, direct, pour tout le monde, pour toutes les agences. Israël n'espionne pas aux États-Unis. Cela est, depuis l'affaire Pollard, quelque chose qui est clair à tous ceux qui s'occupent de ce domaine. Alors, Avi, nous allons parler également pendant quelques minutes aussi de la situation ici en Israël, de cette crise politique qui s'envenime avec de nouvelles élections le 23 mars prochain. On a vu hier Benny Gantz essayer de s'expliquer. Un Benny Gantz dont le parti est en train de prendre l'eau de toutes parts. Comment vous analysez la situation actuelle, cette fragmentation de la vie politique, que ce soit à droite avec le départ de Guidon Sa'ar, à gauche avec une multitude de partis, de petites formations qui sont en train de se former, qui vont essayer peut-être de s'allier, et puis au centre avec, on va dire, l'effondrement total de Bleu-Blanc? Vous avez raison de parler de l'effondrement total de Bleu-Blanc. Je dois dire que j'ai été surpris d'entendre Gantz hier dire qu'il va continuer. Les sondages ne le laissent même pas passer le seuil de l'éligibilité. Très bien, parfait. Voilà, c'était difficile à prononcer. Mais c'est difficile à prononcer, mais la situation de Gantz est encore plus difficile politiquement. Aujourd'hui ou demain ou dans les prochains jours, Gabi Ashkenazi probablement va lui aussi annoncer qu'il quitte Bleu-Blanc. Donc il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Il reste Gantz avec deux ou trois gens sans importance. Et cette expérience est terminée. Cette expérience qui s'appelait Bleu-Blanc, qui était d'ailleurs une réussite extraordinaire dans les élections, pendant les 3 tours d'élection. Chaque fois, ils ont reçu plus que 30 mandats. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est terminé. Et comme vous le dites si bien, Daniel, il y a maintenant une fragmentation et à gauche et à droite. Mais si je crois connaître un peu la politique israélienne, je crois que les gens, certainement au centre-gauche, vont chercher à s'unifier parce que c'est impossible de se présenter comme ça aux élections quand vous avez 5, pas moins de 5 partis, vrais partis, qui se présentent à gauche avec la possibilité de gaspiller 250 000 voix si vous ne passez pas ce fameux seuil. Donc, je vois dans les prochaines semaines peut-être Huldaï s'allier avec ceux qui restent du Parti travailliste, parce que lui-même fait partie du Parti travailliste. Je vois Ofer Shelah rejoindre une des autres formations, même peut-être Gantz, parce qu'il va se rendre compte que ses efforts
ne serviront à rien. Il a perdu toute crédibilité auprès des électeurs. Et ça, c'est à gauche. À droite, la situation, eh bien, elle est plus claire, plus simple. Vous avez le Likoud, tout d'abord, qui résiste bien. Parce que vous voyez, dans chaque sondage, vous avez au moins 27-28. Le Likoud reçoit, même au pire moment, 27-28 mandats. Et c'est un minimum. Et si, Comment justement, exemple, comment vous expliquez ça, Avi? C'est-à-dire qu'en dépit des départs, Guidon Sarr n'était pas le premier venu au Likoud, c'est un des hommes les plus populaires. Et Zeev Elkin était aussi un des, on va dire, des grands manipulateurs de la vie politique israélienne, très proche de Binyamin Netanyahou. En dépit de leur départ, de leurs accusations contre Binyamin Netanyahou, le Likoud reste solidement ancré autour de 26, 27, même 28 mandats. Comment vous expliquez que rien ne semble affecter Binyamin Netanyahou? parce que Binyamin Netanyahou est extrêmement populaire avec ceux qui votent pour lui et qui voient en lui un excellent Premier ministre qui est calomnié et qu'il ne croit pas à toutes ces accusations. Ils ne croient pas. Ils y voient des accusations politiques qui ont pour but de renverser Binyamin Netanyahou. Et alors, c'est vrai que aux dernières élections, le Likoud a eu 36 mandats, et maintenant, mettons en moyenne dans les sondages, il en a 28, donc il en a perdu 8 ou 10 ou 6, il a perdu quelque chose, mais il n'a pas perdu son rôle central dans la politique israélienne. Ce sera très difficile de faire un gouvernement stable sans le Likoud. Je ne dis pas avec Binyamin Netanyahou ou sans Binyamin Netanyahou. Sans le Likoud, ce sera très difficile de faire un gouvernement stable. Et les choses peuvent changer jusqu'aux élections. Si, par exemple, la situation du corona s'améliore, si, par exemple, la situation économique s'améliore jusqu'à mars, eh bien, le Likoud peut retourner à plus de 30. C'est très possible. Et Sarr, par exemple, je vois maintenant très bien quelques voix se déplacer de Sarr vers Khoudaï, qui a fait une excellente impression. Hier, Khoudaï, j'ai vu son discours, c'est le discours d'un leader qui d'ailleurs a prouvé ses capacités à Tel Aviv. Vous savez, j'habite Tel Aviv, oui, et je vois les transformations que Khoudaï a fait. C'est comme il a dit, c'est une des meilleures villes du monde maintenant. Donc, il veut faire la même chose pour le pays, il dit. Alors, je peux très bien voir des voix se déplacer de Guidon Sarr, des voix qui appartenaient à la gauche de la politique israélienne, qui s'étaient parquées chez Sarr ou même chez Naftali Bennett parce qu'ils étaient contre Netanyahou, retourner vers Khoudaï. Je peux voir, je ne connais pas encore les premiers sondages qui vont certainement apparaître aujourd'hui ou demain. Je peux très bien voir Khoudaï avec au moins une dizaine ou une douzaine de voix dans ces premiers sondages. Donc, la situation, elle est extrêmement floue. Et encore une fois, tout dépend du fait si le centre-gauche saura s'unir au moins en 2 ou 3 partis et pas 5 ou 6. Parce que si ça reste à 5 ou 6, alors c'est la défaite assurée. Eh bien, Avi, merci beaucoup pour cette première estimation concernant ces élections. On aura certainement l'occasion de se reparler d'ici le 23 mars prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Daniel. Et bonne journée. À bientôt. Bonne santé. Journée.